Bonjour et bienvenue dans ce webinaire sur l'Union européenne et la manière dont son marché unique fonctionne. Je suis Maud Labatte, je suis conseillère commerciale à la délégation de l'Union européenne à Ottawa, au Canada. Régulièrement, à la délégation, nous rencontrons des entreprises canadiennes qui sont intéressées à étendre leurs activités commerciales vers l'Union européenne. Mais la plupart des entreprises canadiennes ne comprennent pas comment fonctionne l'Union européenne et comment fonctionne son marché unique. Elles souhaitent pouvoir tirer parti de l'accord économique commercial global en vigueur entre l'Union européenne et le Canada depuis septembre 2017. Le but de ce webinaire aujourd'hui est de vous donner les clés pour comprendre comment fonctionne l'Union européenne et son marché unique. Pour ceci, je suis aujourd'hui avec deux invités, Christian Sivière et le professeur Laurie Baudonnet. Professeur Baudonnet, vous êtes professeure adjointe à l'Université de Montréal, vous enseignez les questions européennes, vous co-dirigez également le Centre Jean Monnet de Montréal. Oui. Christian Sivière, vous êtes un spécialiste du commerce international et vous conseillez les entreprises canadiennes sur leur stratégie d'exportation. Alors, professeur Baudonnet, pouvez-vous nous expliquer comment fonctionne l'Union européenne et son marché unique? Oui. Alors, tout d'abord, l'Union européenne est une organisation régionale formée de 28 États membres, ce qui représente la quasi-totalité des États européens de l'Ouest et de l'Est. C'est un système politique qui prend des décisions pour à la fois les États membres et les citoyens et les citoyennes de ces États. Donc, ce sont des décisions qui sont prises collectivement. L'Union européenne, telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est le résultat d'un processus d'intégration long ou court, selon, 60 ans à peu près. Les bases de l'intégration ont été posées au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, au moment où plusieurs États européens ont fait le constat que le continent était ravagé par deux guerres mondiales et qu'il fallait à tout prix assurer à la fois la paix et reconstruire économiquement, et que ça ne pouvait se faire que par une interdépendance économique et une collaboration politique. Et donc ces deux aspects-là, une intégration économique et une intégration politique, ont dès le départ marqué l'Union européenne et se retrouvent encore aujourd'hui dans la forme qu'a pris l'Union européenne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que sont les institutions de l'Union européenne? Quand on pense à l'Union européenne, il faut tout d'abord dire qu'il y a trois principes qui marquent son fonctionnement et sa création. D'une part, c'est un système qui est caractérisé par le consensus. Donc, les États membres, à l'intérieur du système, travaillent ensemble. Le système au complet dans une recherche constante d'équilibre entre, d'une part, la représentation des intérêts des États membres et l'intérêt collectif européen, donc ce qu'on appelle, dans des termes un peu plus techniques, l'intergouvernementalisme d'un côté et le supranationalisme. Et c'est un mouvement de balancier qu'on a vu tout au long de l'intégration et qu'on retrouve aussi dans le fonctionnement au jour le jour des institutions de l'Union européenne. Le deuxième principe, c'est une architecture multiniveau. Donc l'Union européenne est caractérisée par une gouvernance à plusieurs échelles et dans laquelle les États membres sont impliqués à chacun des échelons. Pour finir, le contrôle démocratique est très important. L'Union européenne dispose d'un contrôle caractérisé par un contrôle démocratique qui est le plus important quand on prend en compte toutes les organisations internationales à l'heure actuelle. Et les citoyens et les citoyennes peuvent en fait intervenir dans le processus à la fois au niveau des élections nationales et des élections européennes, même si, il faut quand même le noter, les identités et les intérêts politiques des individus restent très largement centrés sur le niveau national. Bon, pour ce qui est des institutions, donc comme je le disais, il y a un balancier constant entre d'un côté les intérêts des États membres et comment ces intérêts sont représentés et l'intérêt collectif de l'Union européenne dans son ensemble. Donc, la première institution dont je voudrais parler aujourd'hui, c'est le Conseil européen. Le Conseil européen réunit tous les chefs d'État et de gouvernement des États membres. Il se réunit sous la forme de conseils de chefs d'État et de gouvernement. C'est le Conseil européen qui définit les objectifs à long terme et éventuellement les changements institutionnels. C'est le Conseil européen qui ratifie les traités notamment. La deuxième institution, c'est la Commission européenne qui, elle, en fait, s'occupe des priorités politiques à court terme et qui va donc proposer les lois. La Commission européenne a pour but de représenter l'intérêt collectif. Elle est composée de fonctionnaires européens, dont les plus éminents sont les commissaires européens. Il y a donc 28 commissaires dans la Commission. C'est elle qui propose les lois et qui est gardienne non seulement des traités, mais aussi de vérifier que les lois sont bien mises en œuvre par les États membres. En revanche, la Commission a l'initiative des lois, mais ce n'est pas elle qui va ratifier ou voter les lois. Pour ce faire, l'Union européenne est composée de deux chambres législatives, on peut dire, une qui représente les intérêts
des citoyens, c'est le Parlement européen, et une autre qui représente les intérêts des États membres, donc au niveau national. La première, le Parlement européen, est élu pour 5 ans, composé de 751 députés. Les députés siègent en groupe politique de façon très similaire aux chambres que l'on a au niveau provincial, au niveau fédéral, au Canada par exemple. Le Parlement européen modifie et vote les lois qui sont proposées par la Commission en collaboration avec le Conseil de l'Union européenne, qui est donc cette deuxième chambre dans laquelle siègent les ministres des États membres. Le Conseil de l'Union européenne siège par domaine. Vous avez donc un Conseil des ministres de la Défense, un Conseil des ministres de l'Agriculture, par exemple, et qui a le même pouvoir de modification et de vote des lois que le Parlement européen. On parle donc de codécision entre ces deux organes. Pour finir, la Cour de justice, qui elle est basée à Luxembourg et qui a pour fonction de s'assurer d'une interprétation uniforme du droit européen à travers le territoire et de statuer sur les cas de conflits internationaux. Donc, pour résumer, le Conseil européen fixe les grands objectifs politiques, la Commission européenne propose les lois qui sont ensuite modifiées et votées par le Conseil de l'Union européenne et le Parlement européen. Et les États membres sont en charge de la mise en œuvre des lois qui ensuite va être validée, contrôlée à la fois par la Commission et par la Cour de justice. Quelles sont les politiques de l'Union européenne ? Donc l'Union européenne a un domaine en fait d'action qui est beaucoup plus large que n'importe quelle organisation internationale. La première, on va dire, et la plus importante en termes de volume de régulation produite, c'est bien sûr le marché unique. Donc ce qu'on entend par marché unique, c'est une politique qui a débuté dès les années 60, qui s'est vraiment concrétisée vers les années 90, et qui en fait a pour but d'abolir les barrières à la mobilité à l'intérieur de l'Union européenne. Donc, quand on parle de mobilité, on entend la libre circulation des biens, des capitaux, des personnes et des services. Donc le marché unique, en fait, est un cadre réglementaire qui permet d'assurer cette libre circulation-là, à la fois aux biens et aussi aux personnes. C'est la première politique de l'Union européenne. À côté de cela, l'Union européenne a aussi un certain nombre de politiques qui sont, elles aussi, orientées vers l'interne et qui vont souvent être des politiques qui sont soit exclusives, comme la monnaie unique, la politique monétaire pour les pays qui ont adopter l'euro, mais qui vont aussi toucher d'autres domaines comme l'agriculture, la pêche, les transports, la cohésion régionale, territoriale, donc tout ce qui va être aussi de l'ordre de réduire les inégalités d'infrastructures, par exemple, à l'intérieur de l'Union européenne. Et côté de cela, pour ce qui est des politiques externes, donc à destination, dans le fond, des pays à l'extérieur de l'Union européenne, voire du monde, l'Union européenne a aussi une politique en matière d'affaires étrangères et de sécurité, mais aussi une politique de développement, une politique d'aide humanitaire. Bien évidemment, l'Union européenne a aussi une partie de son action qui touche à la politique commerciale, qui est une compétence exclusive de l'Union européenne, et aussi à tout ce qui est la question migratoire. Et pour finir, tout ce qui va être des politiques plus en lien avec la protection sociale, qui sont souvent les politiques les plus coûteuses et celles qui sont très souvent sous le radar des citoyens, ces politiques-là vont seulement être coordonnées et les États membres gardent leurs compétences exclusives dans ce domaine-là. Et l'Union européenne va seulement offrir un cadre pour que les États membres puissent discuter, dans le fond, des problèmes rencontrés, trouver des solutions communes, dans le fond, s'assurer qu'il n'y a pas d'externalité négative à l'action d'un État par rapport à un autre. Mais ces compétences-là, ces politiques-là restent vraiment de l'ordre de la coordination. Et comment les compétences sont-elles réparties au sein de l'Union européenne, entre l'Union européenne d'un côté et les États membres de l'autre ? Alors, la plupart des compétences de l'Union européenne, en fait, sont des compétences partagées. C'est-à-dire que l'Union européenne peut avoir l'initiative des lois, mais ça ne prévient en aucun cas les États membres eux-mêmes de faire passer des lois dans ce domaine, pour autant que les lois nationales se conforment au cadre qui est fixé au niveau européen et qui est donc un cadre contraignant. Par exemple, pour tout ce qui a trait au marché unique, l'Union européenne va fixer des lois cadres et ensuite les États membres vont pouvoir aussi avoir une action dans ce domaine-là. En revanche, l'Union européenne a une compétence exclusive dans un certain nombre de domaines, qui sont en premier lieu la politique commerciale, tout ce qui touche aussi à l'union douanière, la politique monétaire pour les pays de l'Union européenne qui ont adopté l'euro comme monnaie unique. Pour finir, les États membres conservent leurs compétences exclusives dans des domaines qui touchent à tout ce qui va être la protection sociale et l'éducation, pour lesquels en fait, il y a de la coordination entre les États membres, mais l'Union européenne n'a pas de pouvoir législatif. Merci beaucoup. Vous nous avez donné une très bonne explication du fonctionnement de l'Union européenne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement comment fonctionnent les relations entre l'Union européenne et le Canada ?
Oui, donc le Canada et l'Union européenne sont des partenaires qui sont très fortement liés à la fois sur le plan économique et sur le plan politique. Du point de vue économique, vous le mentionniez au début, il y a l'accord économique et commercial global qui est entré en vigueur en septembre 2017. Dans le cadre de cet accord, en fait, les entreprises canadiennes et les citoyennes canadiens ont accès au marché, ont un accès privilégié au marché unique européen, donc un marché de plus de 450 millions de consommateurs. Cet accord de libre-échange, en fait, vise à enlever progressivement toutes les barrières tarifaires entre les deux pays pour faciliter les échanges. Sur le plan politique, le Canada et l'Union européenne sont des alliés stratégiques depuis 1956, avec des collaborations étroites dans plusieurs domaines tels que les droits de la personne, la lutte contre le terrorisme. Sont aussi deux entités qui ont une vision commune du multilatéralisme. Ça se retrouve dans leur collaboration au sein de beaucoup d'organisations internationales comme l'ONU ou l'OMC. Et cette collaboration politique a pris, dans le fond, un tournant encore plus rapproché depuis 2016 avec la ratification de l'accord de partenariat stratégique qui fixe en fait un cadre pour cette collaboration. Merci, professeur Baudonnet. J'aurais maintenant voulu me tourner vers vous, Christian Sivière, pour vous poser la question suivante. On vient d'entendre que l'Union européenne et le Canada ont des liens économiques et politiques forts. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment une entreprise canadienne peut utiliser au mieux cet accord pour travailler avec le marché unique européen? Avec plaisir et merci pour l'invitation, Maud. Alors effectivement, c'est un accord, l'AECG est un accord très très intéressant pour les entreprises. Donc ce qu'il faut faire évidemment, c'est essayer bien retrouver évidemment les applications qui sont qui nous concernent suivant si on est un exportateur de biens, un exportateur de produits, ou bien si on offre des services. Donc je pense que c'est la première démarche à faire, aller retrouver les chapitres qui sont applicables au commerce de biens. Et ils sont d'ailleurs dès le début. L'AECG est un accord qui contient 30 chapitres et un nombre d'annexes important. Et donc, trouvons en premier lieu, si nous sommes un exportateur de biens, trouvons les chapitres qui s'appliquent à notre cas, c'est-à-dire tout ce qui va toucher les règles d'origine, ce qui va toucher les tarifs douaniers ou les droits de douane, qui sont parfois tombés à zéro dès le 21 septembre 2017 et parfois ont été échelonnés sur 3, 5 à 7 ans. Donc, il faut aller trouver cette information qui est pertinente pour notre cas, donc pour le commerce de biens. Vous avez mentionné les règles d'origine. Donc un produit canadien, pour pouvoir bénéficier de l'AECG, doit prouver son origine canadienne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment les règles d'origine fonctionnent et où trouver l'information? Alors effectivement, et c'est un point en fait très intéressant parce que je sais par expérience que les entreprises parfois les comprennent mal ou les maîtrisent mal ou n'en prennent pas complètement la teneur. Et en fait, donc la règle d'origine, c'est ce qui permet à un produit qui va avoir un certain contenu qui sera peut-être étranger, qui ne sera pas forcément canadien ou européen, de bénéficier quand même des accords de libre-échange, d'avoir quand même les droits de douane réduits, la plupart du temps à 0%. Et elles sont organisées d'une façon, à peu près de la même façon pour tous les accords de libre-échange. Simplement, il faut savoir un peu naviguer dedans, retrouver la règle d'origine qui s'applique à notre produit et ensuite vérifier, s'assurer qu'on rencontre la règle. Donc en gros, c'est un peu technique, mais en gros, on peut schématiser ceci de la façon suivante, c'est qu'il y a tout d'abord l'aspect transformation d'un produit. Donc, vous pourriez importer du cacao d'Afrique et fabriquer du chocolat en Europe ou au Canada, et c'est une transformation suffisante pour que notre produit fini soit qualifié pour l'accord de libre-échange. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est le pourcentage. Donc parfois, suivant les produits, en fait, on doit avoir un pourcentage minimum de contenu régional. Et donc pour certains produits, on doit suivre la première règle. Pour certains produits, c'est la deuxième règle. Et pour certains produits, c'est les deux règles. Donc c'est pour ça que parfois les entreprises ont un peu du mal à bien comprendre les règles d'origine, mais c'est un exercice nécessaire et qu'il faut faire pour pouvoir bien bénéficier des accords de libre-échange. Et un dernier petit point, si vous le permettez, que j'aime bien préciser, c'est qu'en fait, on ne parle pas seulement de contenu canadien d'un produit. On parle d'une entreprise canadienne qui va exporter des biens en Union européenne,
En fait, ce n'est pas seulement le contenu canadien qui est important, c'est également le contenu européen qu'il pourrait y avoir dans un produit. On applique à ce moment-là ce qu'on appelle la règle du cumul. Donc, si vous êtes une entreprise canadienne qui manufacturait des biens et avec lesquels, si vous utilisez des intrants européens, des pièces, des matières premières, des composantes européennes, vous allez assembler tout ceci et fabriquer et exporter un nouveau produit, un produit manufacturé. Vous pouvez en fait ajouter, cumuler l'origine européenne et l'origine canadienne. Donc ça, c'est un aspect qui parfois est mal maîtrisé et qui est important parce que c'est d'autant plus facile à ce moment-là de rencontrer la règle d'origine. Et on prouve ensuite son origine avec une certaine documentation qu'on doit soumettre. Exactement. Alors c'est un excellent point que vous soulevez, Maud, parce que la plupart des accords de libre-échange exigent une documentation spécifique, complexe, que des fois, parfois, les entreprises ont du mal à bien gérer leurs documents et à être conformes. Et donc, ce qui est formidable avec l'AECG, c'est que justement, on n'a pas à fournir un document séparé, un certificat d'origine spécifique, sur une formule spécifique. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on insère simplement une certification d'origine sur notre facture commerciale. Donc, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus souple et c'est un plus, je dirais, de l'accord de libre-échange. Évidemment, le fait qu'on n'ait pas à fournir un document spécifique, c'est très bien, mais il reste qu'il faut quand même qu'on rencontre la règle d'origine, donc forcément. Bien sûr. Et qu'est-ce qu'il en est de la certification des produits ? Alors, pour la certification des produits, ça, c'est un énorme avantage pour nos entreprises, et je dirais surtout pour les petites entreprises, surtout pour les PME, parce que l'AECG, justement, permet à des entités européennes de certifier des produits européens aux normes canadiennes en Europe. De la même façon, on peut, grâce à l'AECG, faire certifier des produits canadiens au Canada par des organismes de certification canadiens aux normes européennes. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça permet pour une PME? C'est que ça permet de pouvoir valider que notre produit est conforme plus rapidement et beaucoup moins, à moindre coût, bien entendu. Donc, une spécificité de l'AECG qui est unique. C'est le seul accord de libre-échange que le Canada a où on a ce genre de disposition et qui est, je pense, très, très intéressant, en particulier pour nos PME. Pour toutes les entreprises, mais aussi beaucoup pour les PME. On a beaucoup parlé du commerce des biens, mais l'accord ouvre aussi un cadre pour le commerce des services. Est-ce que vous pouvez nous en parler aussi? Alors absolument. Donc de la même façon qu'il faut identifier dans le texte de l'accord les chapitres qui ont trait aux produits. Donc pour les services, même chose, vous allez rechercher les chapitres qui s'appliquent dans le cas des services. Donc vous allez avoir un chapitre sur les facilités de déplacement des travailleurs détachés. Vous allez avoir un chapitre sur les marchés publics. Donc, une fois que vous avez identifié tout ça, vous allez pouvoir vous rendre compte que le marché européen est ouvert. Tous les marchés publics européens sont ouverts aux entreprises canadiennes qui vont pouvoir participer à tous les appels d'offres qui vont sortir côté européen. Il n'y aura aucune discrimination, il n'y a pas de préférence nationale. Donc, ce marché est ouvert aux entreprises canadiennes. Ce qu'il faut aller voir, évidemment, c'est aller trouver dans les annexes appropriées dans l'AECG, où on va trouver quelques exceptions. Par exemple, le traitement des eaux va être exclu côté européen, côté canadien. Il va y avoir certaines exceptions aussi. Donc, aller identifier ces chapitres-là, ces informations-là, dans le chapitre approprié, dans l'annexe appropriée. Et ensuite, déterminer aussi les seuils, parce qu'il y a des seuils à partir desquels, ou en dessous desquels, on ne pourrait pas nécessairement avoir accès. Donc, déterminer les seuils qui s'appliquent. Et donc, ces seuils-là, en fait, varient selon le type d'entité, les entités européennes, les entités nationales, régionales, municipales. Il y a des seuils un peu différents. Donc, voilà la clé, en fait, de pouvoir bénéficier du secteur si on est dans le secteur des services, pouvoir bénéficier de l'AECG, et donc avec en parallèle les facilités qui sont accordées pour obtenir des visas de travail. Par exemple, vous avez une entreprise canadienne obtient un contrat quelque part dans l'Union européenne et veut pouvoir envoyer certains personnels spécifiques pour ce contrat-là, pour mener à bien ce contrat-là. Eh bien, l'AECG a des facilités justement très intéressantes qui permettent d'avoir le visa de travail beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement, à moindre coût. Alors, pour mieux comprendre tout ce que contient cet accord très dense, j'imagine qu'il y a des ressources qui sont disponibles. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les ressources qui sont disponibles pour notre audience canadienne, peut-être aussi pour notre audience européenne?
Bien sûr, donc évidemment, ces textes-là sont disponibles gratuitement et sont accessibles au public, donc sur le site de la Commission européenne, sur le site des Affaires mondiales, de l'Agence des services frontaliers du Canada. Vous trouvez toute cette information. Alors évidemment, il y a beaucoup d'informations, donc si on veut des éléments plus pointus, par exemple sur les questions tarifaires, les questions de droits de douane, alors à ce moment-là, vous avez un outil qui a été mis en ligne par Export et Développement Canada et la Banque de développement du Canada qui s'appelle InfoTarif, qui est très convivial, très facile à trouver, à naviguer dedans. Et vous avez, côté européen, le TARIC, le fameux TARIC, qui regroupe, en fait, qui est un moteur, un portail de recherche qui regroupe toute l'information tarifaire et réglementaire de l'Union européenne. Donc c'est accessible en ligne et c'est très intéressant parce que ça contient beaucoup d'informations. Donc les entreprises canadiennes peuvent aller naviguer dans le TARIC à tout moment pour s'informer des dispositions côté européen. Et puis pour les normes, parce que j'imagine que ça va être votre prochaine question, pour les normes, écoutez, pour la certification des produits, c'est la même chose. Vous avez côté canadien, le Conseil canadien des normes qui maintient toute cette information. Donc vous pouvez interroger pour savoir quelle est l'entreprise canadienne qui est accréditée pour certifier les produits selon la norme CE, par exemple, qui est la plus courante. Et côté européen, vous avez également la même chose. Vous avez ce qu'on appelle le European Accreditation, donc accréditation européenne, qui d'ailleurs, je pense, est située à Paris et qui va pouvoir vous fournir l'information sur les entités européennes qui sont accréditées pour certifier les produits européens aux normes canadiennes comme le CSA, le UL, etc. Merci beaucoup. Je pense qu'avec ceci, nous concluons notre webinaire. J'aurais voulu remercier le professeur Baudonnet et Christian Sivière pour leurs interventions. Merci à vous. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur ce que fait l'Union européenne ou sur la manière dont vous pouvez bénéficier de la ECG, n'hésitez pas à nous suivre sur nos comptes Twitter et LinkedIn. Et je vous dis à bientôt. Merci.